Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de devenir policier. Tout a commencé quand je suis tombé sur une vieille photo en noir et blanc de mon père et de mon grand-père, debout côte à côte, juste après que mon père ait rejoint les forces de police. Je m'appelle Eric Guerre, mais tout le monde m'appelle Rick. Quand je suis né, ma sœur aînée Beth, qui avait 2 ans à l'époque, avait du mal avec le son, elle. Elle m'a juste appelé Rick, et c'est resté. En 4e année, CM1, nous avions un devoir d'écrire sur ce que nous voulions devenir quand nous serions grands, puis de le lire à voix haute devant la classe. Beaucoup de garçons écrivaient sur le fait de devenir cow-boy ou astronaute. Naturellement, j'ai dit que je voulais être policier. À la récréation ce jour-là, Stanley McCormack a commencé à me taquiner. Il a traité mon père de porc et m'a appelé porcelet. Il n'arrêtait pas, et quand il m'a poussé à terre, je me suis relevé et je l'ai frappé au visage. Stanley a saisi son nez et a couru vers les enseignants en pleurant. J'ai fini dans le bureau du directeur jusqu'à ce que maman vienne me chercher. Une fois dans la voiture, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a simplement dit que papa me parlerait le lendemain matin. Papa m'a interrogé à ce sujet. Je lui ai tout raconté. Il m'a regardé et a dit, « Rick, j'apprécie que tu aies tenu bon pour toi-même, mais on m'a traité de pire. Je suis un grand garçon et je peux me défendre. Tu n'aurais pas dû frapper Stanley, mais parfois, tu dois tenir tête aux brutes qui te provoquent en premier. Maintenant, prépare-toi, je te dépose à l'école. » Juste avant que j'entre dans ma classe, Stanley est venu me voir et s'est excusé de m'avoir insulté et bousculé. Ma sœur avait tout vu et avait dit à maman et papa qu'ils n'étaient pas contents de moi. Stanley a dit que son père lui avait dit qu'il devait venir à l'école et s'excuser auprès de moi. Il m'a tendu la main et a demandé, « On peut être amis ?» Oui, ai-je répondu, et nous sommes restés les meilleurs amis du monde depuis. 8 ans plus tard, juste après l'obtention de notre diplôme de fin d'études secondaires, Stan était chez moi et nous essayions de trouver quoi faire pour le reste de l'été. Papa est rentré du travail avec quelque chose pour moi. Rick, dit-il, la ville lance un programme de cadets de la police. J'ai un formulaire de candidature dans ma mallette, si tu es intéressé. Si tu es sélectionné, tu seras rémunéré et tu auras un uniforme de cadet, et si tu réussis bien, quand tu auras 21 ans, tu pourras intégrer l'académie de police et être embauché par le département. Ça a l'air génial, ai-je dit. Stan, qui commençait à envisager un avenir dans les forces de l'ordre, a demandé, « Puis-je aussi avoir un formulaire de candidature ?» Bien sûr, a répondu papa, en tendant également un formulaire à Stan. Pour faire court, nous avons tous les deux rempli les formulaires, et 10 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés soumis à des tests physiques et psychologiques, après un entretien final avec des officiers supérieurs. 2 jours plus tard, papa est rentré à la maison avec une excellente nouvelle pour nous deux, nous avions été retenus et étions officiellement cadets de la police de Fort Lauderdale. Pendant les années suivantes, Stan et moi avons beaucoup appris en travaillant comme cadets. Quand nous avons eu 21 ans, nous nous sommes inscrits à l'académie de police. La formation était intense, travail en classe, conditionnement physique, entraînement psychologique et des heures passées au stand de tir. À la fin des 16 semaines d'académie, nous maîtrisions parfaitement nos armes. Finalement, le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'ai une photo de mon père épinglant mon insigne sur moi, tout comme grand-père l'avait fait pour lui tant d'années auparavant. 6 mois après cette photo, papa a pris sa retraite de la police. Lui et maman ont déménagé à Pensacola, en Floride, pour être plus proche de ma sœur et de ses 2 petites filles. Le mari de Beth, Pete, avait été pilote de la marine et travaillait maintenant comme entrepreneur civil à la base aéronavale de Pensacola. J'ai eu une période probatoire de 6 mois pendant laquelle j'ai été jumelé avec un officier expérimenté pour renforcer tout ce que j'avais appris à l'académie. Stan a suivi le même processus. 10 semaines avant mon 22e anniversaire, j'étais seul, assigné à mon propre indicatif d'appel, Bravo 6, et à des missions de patrouille dans la zone de North Beach. Elle s'étendait de Sunrise Boulevard au sud à Lauderdale by the Sea au nord, et de l'océan Atlantique à l'est à l'Intercoastal Waterway à l'ouest. C'était un mélange de quartiers résidentiels, de motels, d'hôtels et de commerces. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel, Bravo 6, 10 à 4. 94, unité de renfort Bravo 8, signal 38, trouble domestique, 5555 Nord-Est 33 RD Avenue. Bravo 8 sur les lieux. J'ai répondu à la radio, 10 à 4, DISP. Hatch. Bravo 6, octobre 1951 en route, état 92 secondes.
Bravo 6, octobre 1997 sur les lieux, ai-je dit en m'arrêtant derrière la voiture de patrouille de Bravo 8. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé à Stan McCormick, mon ami de longue date et collègue officier. C'est Margaret Dickerson, a dit Stan, en hochant la tête vers une femme en détresse se tenant à ses côtés. Elle m'a dit qu'une ancienne connaissance à elle était apparue il y a environ 20 minutes. Il était soit ivre, soit drogué. Elle ne voulait pas le laisser entrer, mais il l'a bousculé et a sorti une arme. Quand sa fille est entrée dans la pièce, il l'a saisie et a jeté Madame Dickerson dehors. Elle a couru chez sa voisine et nous a appelés. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Avant de la jeter dehors, Madame Dickerson a dit qu'il menaçait sa fille. Vous devez l'arrêter, elle n'a que 15 ans, a-t-elle pleuré. D'accord, calmez-vous et attendez ici, lui ai-je dit, au moment même où nous entendions une jeune fille crier de l'intérieur. Il n'y avait pas assez de temps pour faire venir un négociateur d'otages. Stan, tu prends l'avant, je vais faire le tour par l'arrière. Donne-moi une minute avant d'entrer. Essaie d'utiliser ta langue d'argent pour calmer la situation, ai-je dit en me dirigeant vers l'arrière de la maison. J'ai trouvé la porte de la piscine déverrouillée et la porte coulissante en verre de la cuisine ouverte. Mon arme tenue basse à mes côtés, je suis entré dans la maison, me déplaçant prudemment vers le son des voix. Lentement, je me suis dirigé vers l'avant de la maison et j'ai entendu Stan parler au suspect. Je suis entré dans le salon derrière lui. Ce type était défoncé, il n'y avait aucune chance que le bagou de Stan ne mette fin à cela pacifiquement. Le suspect tenait la jeune fille plaquée devant lui, tandis que Stan lui disait de reculer et de poser son arme. « Foutez le camp » a hurlé le suspect. Stan ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Stan a répété « Pose ton arme », mais le suspect a tiré, touchant Stan à la cuisse droite. « Stan » ai-je crié alors qu'il se tournait pour me faire face. La fille a réussi à se libérer. Le suspect a tiré à nouveau, me touchant à la poitrine, mais le gilet pare-balles en Kevlar a absorbé l'impact. J'ai tiré 2 fois, le touchant à la poitrine, juste à gauche du centre. Il s'est effondré. Je me suis approché de lui ai enlevé son arme d'un coup de pied, et, ma radio à la main, j'ai crié « Dispatch, Bravo 6, coup de feu, officier à terre, assistance médicale d'urgence requise immédiatement. » 10 à 4, Bravo 6, les urgentistes sont en route, a répondu le dispatch. Je me suis laissé tomber à genoux à côté de Stan, cherchant quelque chose pour arrêter le saignement. La jeune fille est venue vers moi, me tendant son t-shirt déchiré. « Utilisez ça » a-t-elle dit avant de quitter rapidement la pièce. Les minutes ont semblé des heures, mais bientôt les urgentistes sont arrivés et ont pris le relais. Je me suis appuyé contre le mur, les regardant stabiliser Stan. Après cela, ils l'ont placé sur une civière et l'ont transporté à l'hôpital. Une autre unité d'urgentistes a vérifié le suspect que j'avais tiré. Il a vérifié le pouls, puis a levé les yeux vers moi et a secoué la tête. À présent, l'endroit était inondé d'officiers, y compris ma sergente superviseur, Delta 5. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, la fille est revenue, portant maintenant un nouveau t-shirt. Elle s'est assise à côté de moi, et j'ai passé mon bras autour d'elle. « Tu es en sécurité maintenant, c'est fini, il ne peut plus te faire de mal », l'ai-je rassuré. Elle a levé les yeux vers ma sergente et a dit « Il m'a sauvé ». Après que ce type ait tiré sur l'autre policier, cet officier lui a tiré dessus. S'il ne l'avait pas fait, je crois sincèrement que cet homme m'aurait gravement blessé. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou, m'a embrassé sur la joue et m'a chuchoté à l'oreille « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, jamais. Je te promets, je ne t'oublierai jamais. » Puis elle s'est levée et est partie retrouver sa mère dehors. Le sergent Johnson s'est approché et a demandé « Tout va bien, Rick ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je l'ai mis au courant de tout, depuis mon arrivée sur les lieux jusqu'à son propre arrivée. « Et toi, tu es blessé ?» a-t-il demandé. « Oui, ma poitrine me fait un mal de chien », ai-je répondu. J'ai appelé un des urgentistes encore présents dans la pièce. L'urgentiste leur a dit de me conduire aux urgences. Une fois là-bas, le médecin a retiré mon gilet pare-balles en Kevlar et ma chemise d'uniforme pour examiner ma poitrine. Le suspect utilisait des balles à pointe creuse, a dit le médecin. La balle s'est déformée en champignon quand elle vous a frappé. Dieu merci, vous portiez votre gilet. Vous aurez un sacré hématome, mais nous ferons une radio pour nous assurer qu'il n'y a pas de côte cassée. À part ça, je vais vous donner quelque chose pour la douleur, et vous devriez aller bien dans quelques jours. Alors que le médecin partait,
le capitaine Wilson, le superviseur de quart, est entré. « Comment allez-vous » a-t-il demandé. « Je vais bien, je suppose » ai-je répondu. « Stan est toujours en chirurgie, mais on m'a dit qu'il irait bien » a dit le capitaine. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Après que je l'ai informé des détails, il m'a dit que je serais mis en congé administratif payé pendant que les affaires internes, IA, enquêteraient sur l'incident. C'est la procédure, a-t-il expliqué, on ne peut pas y échapper. Il m'a également dit que je devais voir le psychologue du département pour s'assurer que je n'avais pas d'effets persistants suite à la fusillade. Vous n'avez rien à craindre en ce qui concerne l'IA, tout indique une fusillade justifiée, m'a-t-il rassuré. C'est un sacré bleu que vous avez là. Utilisez ces 10 jours pour vous reposer. Vous avez fait du très bon travail, mon garçon, du très bon travail. Après avoir vérifié une dernière fois avec le médecin, j'ai quitté les urgences et me suis dirigé vers l'étage où l'opération de Stan avait lieu. J'ai vu sa femme, Cathy, dans la salle d'attente, entourée de sa famille et d'autres officiers. Quand elle m'a vu, elle s'est rapidement levée et s'est précipitée vers moi. « Oh, Rick » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Ils m'ont dit que si tu n'avais pas ralenti l'hémorragie avant l'arrivée des urgentistes, il n'aurait pas survécu. »« Merci, merci infiniment. »« Es-tu gravement blessé ?»« Ce n'est qu'un gros bleu, je vais bien » ai-je répondu, essayant de la rassurer. « Des nouvelles de Stan ?» À ce moment-là, une infirmière est sortie. « Les médecins terminent avec lui maintenant, ils viendront vous parler dans quelques minutes. » Tandis qu'elle parlait, le chirurgien s'est approché avec un grand sourire. « Il va bien, Madame McCormick. Nous le transférons en salle de réveil maintenant, et vous pourrez le voir sous peu. » Avec cette bonne nouvelle, l'officier Charlie Reynolds, un de mes collègues, est venu et m'a demandé si j'avais besoin d'être raccompagné. Je lui ai dit que je serais prêt à partir dans quelques minutes et que je voulais d'abord dire au revoir à la femme de Stan, après Charlie m'a déposé à mon appartement. J'ai décidé d'appeler mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Le téléphone a sonné et mon père a décroché. « Salut papa, c'est Rick » ai-je dit, la voix lourde. « Il faut que je te dise ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai tué un homme. » Le lendemain matin, je n'ai pas pu rester au lit plus longtemps, le sommeil ne venait pas. Après avoir parlé à mon père pendant plus de 2 heures la nuit précédente, je suis resté là, revivant chaque instant de ce qui s'était passé. Avais-je pris la bonne décision? Y avait-il une autre façon de gérer la situation? Devait-il mourir de ma main? Quiconque vous dit qu'il ne perdrait pas une minute de sommeil à cause d'un tel événement ou est émotionnellement détaché. Après une douche et m'être rasé, je me suis habillé et je suis allé à l'épicerie du coin pour prendre une tasse de café et un journal. Le Sun Sentinel contenait un article détaillé sur les événements de la veille. Les faits étaient pour la plupart corrects, bien qu'ils remettent en question la justification de la fusillade. Le journaliste avait interrogé la mère et la fille, ce qui a aidé à clarifier la situation. Le reste de l'article était axé sur la blessure de Stan. Quand je suis rentré, il y avait un message sur mon téléphone fixe me demandant d'appeler le capitaine Wilson au quartier général immédiatement. J'ai pris mon téléphone portable sur le comptoir et j'ai vu un SMS similaire du capitaine. J'ai rappelé et il m'a demandé de venir le voir dès que possible. Quand je suis arrivé au quartier général sur West Brevard Boulevard, quelques-uns de mes collègues officiers m'ont salué alors que je marchais dans le couloir vers le bureau du capitaine Wilson. Beaucoup d'entre eux m'ont juste serré la main et tapoté l'épaule. Ils n'ont rien dit, mais leur soutien était clair. En arrivant au bureau du capitaine, il a levé les yeux de son bureau et m'a fait signe d'entrer. Un autre homme était assis avec lui. « Officier Guerre, permettez-moi de vous présenter le docteur Edwin Michael. C'est le psychologue du département pour les situations comme celle-ci. Il veut vous parler aujourd'hui. » Pendant la majeure partie de la matinée, le docteur Michael et moi avons parlé enfin, j'ai surtout parlé tandis qu'il écoutait. Quand j'ai eu terminé, il a levé les yeux et a dit « Officier Guerre, je n'ai rien entendu aujourd'hui qui indique autre chose qu'une réponse normale et mentalement saine à ce qui s'est produit. Je vous autorise à reprendre le service dès que l'enquête des affaires internes sera conclue. » Après avoir serré la main du docteur Michael, je suis parti et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Stan. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai trouvé Cathy assise près de son lit, en train de lui parler. Il allait si bien qu'il s'attendait à sortir le lendemain. Nous avons passé environ 1 heure ensemble avant mon départ. 10 jours plus tard, l'enquête des affaires internes était terminée et, comme le capitaine Wilson l'avait prédit,
la fusillade a été jugée justifiable. J'ai été autorisé à reprendre le travail. 6 mois plus tard, je venais de passer du quart de nuit au quart de jour, et mon corps s'adaptait encore aux nouvelles heures. Cette journée était calme, trop calme, un seul contrôle routier et une assistance à une autre unité pour une arrestation pour conduite en état d'ivresse. J'avais hâte de me détendre un peu dans mon appartement en rentrant chez moi. Alors que je sortais de ma voiture sur le parking, j'ai entendu des cris provenant de la terrasse de la piscine. J'ai couru vers la piscine et j'ai vu une femme tenant un petit chiot, agitant frénétiquement son bras libre et pointant le fond de la piscine. Elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager, m'a-t-elle crié. J'ai défait mon ceinturon, le laissant tomber sur le pont, et j'ai plongé dans la piscine. J'ai tiré la petite fille de l'eau et l'ai amenée au bord de la piscine. Vérifiant son pouls, j'en ai trouvé un, mais elle ne respirait pas. J'ai dégagé ses voies respiratoires, m'assurant qu'elle n'avait pas avalé sa langue, et j'ai commencé la réanimation, en faisant attention de ne pas surgonfler ses minuscules poumons. Après 3 ou 4 respirations, une chose merveilleuse s'est produite, elle a vomi dans ma bouche. J'ai reçu les restes de son déjeuner ainsi qu'une grande quantité d'eau de la piscine qu'elle avait avalée. Puis elle a commencé à respirer seule tandis que je la plaçais en position latérale de sécurité. Les secouristes sont arrivés. Leur confiant la responsabilité, je me suis écarté pour les laisser travailler. Ils l'ont placée sur une civière, un masque à oxygène sur la bouche et le nez, et sont partis avec elle. La femme plus âgée m'a fourré le chiot dans les bras avant de les suivre. Super, me voici, trempé, tenant un petit chiot pince-chez nain, sans la moindre idée de qui était cette femme. Quand Sam, l'un des autres résidents, m'a tendu mon ceinturon, je lui ai demandé s'il savait qui étaient l'enfant et la femme. Je crois que la petite est la fille de Darlene Sullivan et la femme est sa grand-mère. Darlene et la petite fille vivent à l'appartement 2112, m'a-t-il dit. Quand je suis entré dans mon appartement, j'ai regardé le petit chien et j'ai dit, eh bien, on dirait que nous sommes seuls tous les deux pour un petit bout de temps, petit compagnon. Il m'a récompensé d'un grand coup de langue sur le visage. La première chose à faire fut de me débarrasser de mon uniforme mouillé et d'enfiler des vêtements secs. Tandis que je séchais le chiot et lui retirais sa laisse, j'ai remarqué une étiquette sur son collier l'identifiant comme Hans. D'accord, Hans, allons nous chercher à dîner tous les deux, ai-je dit. Après avoir jeté une pomme de terre au micro-ondes, j'ai sorti un beefsteak de l'autruche et l'ai mis sur la poêle à griller de la cuisinière à gaz. Pendant tout ce temps, Hans est resté assis, me regardant, la queue remuant d'anticipation. J'ai pris 2 bols de céréales en plastique dans le placard, j'en ai rempli un d'eau et les posé par terre. J'ai coupé une carotte crue et ajouté des morceaux de steak dans le bol. Quand je me suis assis pour manger, j'ai placé le bol à côté de la gamelle d'eau. Hans a fini de manger avant même que je puisse commencer la mienne. Après le dîner, j'ai nettoyé la cuisine, puis j'ai remis la laisse à Hans et nous sommes allés nous promener. Une demi-heure plus tard, après avoir visité chaque arbre et poteau indicateur du quartier, nous sommes rentrés. Assis dans mon fauteuil inclinable devant la télé, j'ai commencé à zapper les chaînes câblées, mais rien n'a retenu mon attention. C'est drôle, même avec environ 200 chaînes, rien ne semblait valoir la peine d'être regardé. Puis je me suis souvenu que j'avais enregistré le match de football du lundi soir sur mon enregistreur numérique. Alors que je m'installais pour regarder, Hans a sauté sur mes genoux et s'est immédiatement endormi. À la moitié du deuxième quart-temps, je me suis assoupi moi-même. Puis la sonnette a retenti. Hans a levé la tête, a aboyé une fois et s'est rendormi. Je me suis levé, portant le chiot endormi, pour voir qui était à la porte. Dehors se tenait un homme âgé et la femme que j'avais reconnue plus tôt. Après les avoir invités à entrer, l'homme a parlé, « Bonjour, je m'appelle John Sullivan et voici ma femme Marie. Nous vous devons une profonde gratitude pour avoir sauvé notre petite fille Suzy cet après-midi. Comment va-t-elle » J'ai répondu, « Elle va bien. Le médecin a juste voulu la garder en observation pour la nuit. » Madame Sullivan a poursuivi, sa mère, Darl. Est avec elle à l'hôpital. Nous sommes passés vous remercier et récupérer Hans. C'était la première chose que Suzy a demandé quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle voulait qu'il revienne tout de suite. Elle m'a ensuite raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé, il promenait Hans quand il s'est échappé et a couru vers la piscine. Il est tombé dedans et, tandis que Suzy essayait de le tirer, elle est tombée après lui. Hans a réussi à sortir en catastrophe juste au moment où je suis arrivé, a-t-elle dit. Je n'ai pensé à rien, j'étais paniqué quand je vous ai donné Hans et que je suis parti pour l'hôpital. J'espère qu'il n'a pas posé de problème.
Je lui ai rendu le chiot et ils sont partis, me remerciant encore une fois abondamment. Je suis retourné au match de football, mais en regardant, j'ai réalisé que la compagnie du petit me manquait. Le lendemain, mon quart de travail était chargé. L'accident, signal 4, a été suivi d'un délit de fuite, signal 3, tous deux à 4h01 du matin. À 11h, un appel pour un bien perdu, signal 72, a mené à la récupération d'une bague de fiançailles perdue, trouvée sur la plage. J'ai pu la restituer à la jeune femme qui serait très heureuse si elle avait déposé un rapport de propriété perdue et pouvait identifier la bague. Bravo 6, signal 17, contactez la dame au 3111 Nord-Est 38th Avenue, a dit la répartition. 10 à 4, ai-je répondu. Madame Agnès Johnson vivait seule, septuagénaire. C'était une douce veuve dont le mari avait pris sa retraite du département de police de New York il y a plus de 20 ans et était récemment décédé. Parfois, elle se sentait seule et voulait juste parler à quelqu'un. J'avais essayé de la faire arrêter d'appeler la police pour des choses inutiles, mais jusqu'à présent, je n'avais pas eu beaucoup de succès. Alors que je m'arrêtais devant sa maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, au lieu de m'attendre sur les marches du perron, elle regardait furtivement derrière les rideaux du hall d'entrée. Elle a ouvert la porte et m'a pratiquement traîné à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté de la rue, a-t-elle dit. Bill et Shirley Thompson sont au travail, mais j'ai vu deux jeunes hommes entrer dans leur maison. Ils n'appartiennent pas à ce quartier. C'est leur voiture là-bas, a-t-elle dit en montrant une vieille Chevrolet déglinguée. Bravo 6, demande octobre 1994, renfort au 3112 Nord-Est 38th Avenue, signal 21, cambriolage en cours, ai-je radiodiffusé. 10 à 4, bravo 6, a répondu la répartition. J'ai demandé à Madame Johnson d'attendre à l'intérieur pendant que j'allais examiner la voiture des cambrioleurs présumés. Les clés étaient encore dans le contact, alors je les ai retirées. Juste à ce moment-là, Charlie Drake, bravo 12, est arrivé et a fait le tour par l'arrière de la maison. J'étais en train de monter les marches du perron lorsque la porte s'est ouverte et que deux adolescents sont sortis, portant des têtes d'oreiller remplis de biens volés. Bon les gars, posez ça et mettez vos mains sur la tête, leur ai-je ordonné. Et Charlie, j'en ai deux devant, ai-je crié. Nous les avons menottés tous les deux et les avons fouillés pour tout ce qu'ils n'auraient pas dû avoir. Ils avaient tous deux des permis de conduire les identifiant comme mineurs, et je soupçonnais qu'ils séchaient les cours. Au cas où tu ne le saurais pas, la plupart des cambriolages résidentiels ont lieu entre 9h et 16h, quand les gens sont au travail, ai-je dit à Charlie. Répartition, octobre 2015, prisonnier en garde à vue. Bravo 12 transporte deux individus au centre de détention pour mineurs. Aussi, octobre 1970, envoyé une dépanneuse à cet endroit. Chevy blanche de 78, plaque RVD 116X, a remorqué au parc de la Fourrière, ai-je radiodiffusé. 10 à 4, a répondu la répartition. Tandis que je retraversais la rue, Madame Johnson est sortie de sa maison. Waouh, c'était excitant, s'est-elle exclamée. Vous avez bien fait, Madame Johnson, très bien. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire en observant quelque chose de suspect, l'ai-je félicité. Elle a rayonné de fierté. Je savais qu'elle aurait de quoi parler avec ses amis pendant des semaines. J'espérais qu'elle n'appellerait pas trop souvent la police à l'avenir, mais j'ai pensé que ce serait une bonne idée de passer la voir 2 fois par semaine, juste pour discuter. Je suis retourné à ma voiture de patrouille et j'ai commencé. Je rédigeais mon rapport sur mon ordinateur en attendant l'arrivée de la dépanneuse. Dans l'ensemble, la journée avait été productive. Cet après-midi-là, je venais juste d'enlever mon uniforme pour mettre un short et un polo quand ma sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert la petite fille de la veille, debout, tenant une assiette de cookies recouverte de film plastique. Juste derrière elle se tenait une jeune femme aux cheveux clairs. Alors que la petite fille me tendait la assiette, je me suis agenouillé devant elle. Je m'appelle Suzanne, mais tu peux m'appeler Suzy, comme tous mes amis. J'ai 4 ans. C'est pour toi. Maman et moi venons de les faire. Maman a dit que je devais venir te remercier de m'avoir sorti de la piscine. Comment as-tu su que je ne savais pas nager, dit-elle d'une seule traite. Eh bien, bonjour Suzy, je m'appelle Rick. Merci pour les cookies. Dis donc, il y en a beaucoup. Je ne pense pas pouvoir tous les manger tout seul. Est-ce que toi et ta maman voudriez entrer et m'aider, ai-je demandé. On peut, maman? On peut, supplia-t-elle. Sa mère a souri et a répondu, oui, ma chérie, on peut,
mais tu dois me promettre de ne pas manger trop de cookies de l'officier Gear pendant que je lui parle. Je les ai accompagnés dans ma cuisine, j'ai versé 3 verres de lait et nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine. Je suppose que je dois me présenter, dit Darlene. Je suis Darlene Sullivan, la mère de Suzanne. Je ne saurais vous dire à quel point je vous suis reconnaissante pour ce que vous avez fait hier. Ma mère m'a appelé ce matin et m'a dit que je devais absolument vous inviter à dîner chez eux ce week-end, vendredi, samedi ou dimanche, selon ce qui vous arrange le mieux. Elle m'a dit de vous dire que, non, n'était pas une option. En attrapant un autre cookie, Suzy a interjeté, s'il vous plaît, dites que vous viendrez. Grand-mère est une si bonne cuisinière, je sais que vous aimerez. Eh bien, j'accepte votre invitation. Quel choix ai-je quand de charmantes dames me le demandent, ai-je répondu en regardant Darlene. Samedi soir me convient le mieux. Samedi soir. J'ai conduit la voiture de Darlene après avoir installé Suzy dans son siège auto, avec Anne sur ses genoux. Les parents de Darlene vivaient à Rio Vista, un quartier chic à l'est de Federal Highway et à une courte distance de nos appartements. Suzy avait raison, Mary Sullivan n'était pas juste une bonne cuisinière, c'était une excellente cuisinière. Pendant le dîner, je leur ai parlé un peu de moi et de mon désir de toujours d'être policier. J'ai partagé quelques histoires amusantes et nous avons tous ri. Ce fut une bonne soirée et j'étais reconnaissant pour leur chaleur et leur hospitalité. Tu as déjà tiré sur quelqu'un, me demanda Suzy. Suzy, s'exclama Darlene. Ce n'est rien, dis-je avec un sourire. C'est une question qu'on me pose souvent quand je parle avec de petits enfants. Je me suis tourné vers Suzy. Oui, Suzy, j'ai tiré sur quelqu'un une fois. Avant que je puisse en dire plus, Suzy passa rapidement à sa question suivante. Tu te promènes parfois dans ta voiture de police avec la sirène allumée? Tu peux me faire un tour et allumer la sirène? Je pense que ce serait vraiment chouette. À ce moment-là, Hans a couru dans la pièce et a demandé à Suzy de jouer avec lui. Nous sommes tous sortis sur la terrasse pour les regarder courir dans le jardin. Une fois dehors, j'ai réussi à orienter la conversation vers des histoires sur Darlene. Il se faisait tard quand nous avons quitté la maison des parents de Darlene. J'ai attaché Suzy dans son siège auto et Darlene a placé Hans sur ses genoux. Nous n'avions pas fait de pâté de maison que tous deux dormaient profondément. Alors que je garais la voiture de Darlene devant son logement, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, j'ai passé un très bon moment ce soir. Tes parents sont vraiment gentils, je les apprécie beaucoup. J'ai passé une soirée merveilleuse, pourrais-tu remercier encore ta maman pour moi? J'ai aussi apprécié la soirée, répondit Darlene, et merci de ne pas avoir posé de questions sur la raison pour laquelle Suzy et moi portons toujours le nom de Sullivan. C'est un sujet sensible avec maman et papa. J'ai pensé à poser la question, mais ce n'était pas mes affaires. Si tu veux me le dire, c'est bien, sinon, c'est bien aussi. Ce n'est certainement pas un obstacle pour moi, ai-je dit. Je veux toujours te revoir. J'ai détaché Suzy de son siège et, après avoir remis le chiot endormi à Darlene, j'ai porté la petite fille à l'intérieur. Je vais faire un petit tour à Hans pendant que tu prépares Suzy pour le lit, lui dis-je. Je serai de retour dans environ 10 minutes. Quand je suis revenu, Hans a couru dans la chambre de Suzy et a sauté sur le lit, se blottissant contre la petite fille endormie. Comme je travaille de jour, je rentre vers 16 heures, ai-je dit. Voudrais-tu sortir avec moi lundi ou mardi? Oui, mais il faudra que je trouve quelqu'un pour garder Suzy, répondit Darlene. Ce n'est pas un problème, nous l'emmènerons avec nous. Je suis sûr que nous pouvons trouver un restaurant adapté aux enfants, ai-je suggéré. Ce fut le début de nombreux autres rendez-vous avec Darlene. Parfois, quand sa mère ne pouvait pas garder Suzy, nous l'emmenions avec nous. Nous allions souvent à la plage où j'ai appris à Suzy à nager. Parfois, nous visitions Birch State Park pour des pique-niques ou Holiday Park pour qu'elle puisse courir sur l'aire de jeu. À vrai dire, Suzy était une petite fille remarquable et j'appréciais chaque moment passé avec elle. Quand je travaillais de jour, Darlene et moi pouvions nous voir presque tous les jours. Quand je travaillais de nuit, je réussissais quand même à la voir quelques heures chaque jour avant de devoir partir. Le quart de 15h à 23h était une autre histoire. Je ne la voyais presque jamais, sauf pour déjeuner quelques fois par semaine et pendant mes jours de congé. C'était la raison pour laquelle ma précédente petite amie avait rompu avec moi, elle voulait plus de mon temps et ne comprenait pas que mon travail et moi allions de pair. Il n'en était pas de même avec Darlene. Elle disait qu'elle avait juste de la chance de m'avoir dans sa vie et acceptait le travail par quart. Un soir, après être rentré du dîner,
Darlène a dit, je veux te parler d'une erreur que j'ai commise quand j'avais 19 ans, ma première année à l'université. Je suis tombée amoureuse d'un garçon que je pensais m'aimer aussi. Il a été le premier et le seul homme avec qui j'ai eu une relation. Je suis tombée enceinte et quand je lui ai annoncé la nouvelle, je m'attendais à ce qu'il soit aussi heureux que moi. La première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'étais sûre que c'était son bébé. Quand j'ai dit oui, il m'a demandé ce que j'allais faire à ce sujet. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu, eh bien, tu sais, et un avortement. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'avortement, continua Darlène. Je suis catholique et je ne crois pas à l'avortement. Le bébé n'a pas demandé à être conçu et je n'allais pas mettre fin à sa vie. Elle marqua une pause. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer l'idée d'être père et qu'il m'appellerait le lendemain, mais le lendemain est passé sans qu'il appelle. Je suis allé à son appartement et j'ai découvert qu'il avait déménagé, sans laisser d'adresse de réexpédition. Mes parents n'étaient pas contents de la situation, mais ils m'ont soutenu et ont soutenu ma décision. Je n'ai jamais essayé de le retrouver. S'il n'allait pas être là pour moi et son enfant à naître, je ne voulais pas ni n'avais besoin de lui dans ma vie du tout. Darlène prit une inspiration avant de continuer. J'ai continué mes études jusqu'à la naissance de Suzy, puis je suis retourné et j'ai terminé quand elle a eu 1 an. Ma mère l'a gardée pendant que j'étais à l'école. Quand j'ai terminé l'université, papa m'a donné un emploi dans sa société d'investissement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler et à gagner un salaire. J'ai déménagé dans mon propre appartement, et alors que Darlène marquait une pause, ses yeux se sont remplis de larmes. Alors voilà, dit-elle d'une voix tremblante. Si tu ne veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Je l'ai immédiatement serré dans mes bras et je l'ai tenu fermement. Ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé. Je ne m'intéresse qu'à l'avenir, un avenir avec toi et Suzy, lui ai-je murmuré à l'oreille. Plusieurs semaines plus tard, nous avons pris le TR-Rail pour Miami, puis la ligne de métro jusqu'au zoo. Ce fut une excellente journée. C'était la première fois que Suzy passait de « Monsieur Rick » à « Papa Rick ». Sur le chemin du retour, une dame âgée s'est approchée de nous et m'a complimenté sur ma jolie famille. Darlène et moi avons échangé un sourire et l'avons remerciée. Ce soir-là, après que Suzy soit allée se coucher, je me suis tourné vers Darlène et j'ai dit « Chérie, cette femme avait raison, nous avons vraiment une jolie famille, et j'aimerais officialiser les choses. Veux-tu m'épouser ?» 10 mois plus tard, Darlène et moi nous sommes mariés, et 6 mois après cela, l'adoption de Suzy par moi était officielle. Pendant 3 ans, la vie a été merveilleuse, mais ensuite mon monde a été bouleversé. 3 ans plus tard, je travaillais le quart de 15h à 23h. Alors que je me préparais pour le travail, Darlène est entrée dans la chambre. « Pourquoi es-tu rentré du travail ?» lui ai-je demandé. « J'avais des courses à faire et j'ai pris ma journée », répondit-elle. « Mais j'ai besoin que tu attendes, ce dont j'ai besoin, tu ne peux pas l'obtenir au centre commercial. » Elle m'a attiré contre elle. « Je t'aime, mon amour. »« Je sais, dit-elle en m'embrassant. »« Je t'aime aussi, mais tu devras juste attendre que tu rentres ce soir. J'ai une grande surprise pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, impatient de savoir. « Ce ne serait pas une surprise si je te le disais maintenant, dit-elle en souriant. Tu devras juste attendre. » Plus tard ce soir-là, la journée avait été calme, seulement un signal 2 pour un piéton ivre que j'avais fait transporter à la prison par une autre unité pour qu'il dégrise, et un signal 51 pour intrusion pour lequel j'avais émis un avertissement d'interdiction de pénétrer, si la personne revenait, elle serait arrêtée. Vers 19h, j'ai décidé de prendre quelque chose à manger. Dispatch, Bravo 6, 10 à 7, hors service au Larry S. Dîner, ai-je radiodiffusé. 10 à 4, Bravo 6, répondit le dispatch. Alors que je mangeais mon dîner, j'ai entendu à la radio parler d'un vol à main armée et d'une fusillade avec plusieurs victimes dans le pâté de maison 300 de West Sunrise Boulevard. J'étais trop loin pour être appelé en renfort, alors j'ai fini de manger. Dispatch, Bravo 6, 10 à 8, de retour en service à 19h30, ai-je radiodiffusé en retournant à ma voiture de patrouille. 10 à 4, accusa réception le dispatch. Pendant l'heure suivante, j'ai patrouillé derrière des magasins et des centres commerciaux dans ma zone, à la recherche de quoi que ce soit de suspect. Bravo 6, 10 à 9, retour à la station, octobre 1946 urgent, appela le dispatch. 10 à 4, octobre 1951, en route, ai-je répondu. En entrant dans le poste 20 minutes plus tard,
le sergent de bureau m'a demandé de me présenter au bureau du capitaine Wilson. De quoi s'agit-il, ai-je demandé au sergent. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a demandé de vous y envoyer dès votre arrivée. Montant les escaliers deux par deux, je me suis rendu au bureau du capitaine au 2e étage. À l'intérieur, j'ai trouvé 2 autres hommes avec le capitaine Wilson, l'un était Stan McCormick, mon ami de longue date, et l'autre était le père Patrick Riley, un prêtre de l'église catholique Saint-Anthony, où Darlene et ses parents avaient. Après l'avoir côtoyé de nombreuses années, ils nous avaient mariés, Darlene et moi, il y a plus de 3 ans. Avant qu'aucun d'eux ne puisse parler, je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Stan s'avança et dit, Darlene et Suzy ont été abattues plus tôt ce soir. Elles sont entrées dans un magasin pendant un vol à main armée. Rick, elles n'ont pas survécu. Le monde sembla s'arrêter à ce moment-là. J'eus l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Ma femme et ma fille avaient disparu, victimes d'un acte de violence insensé. Je m'effondrai sur une chaise, incapable de comprendre l'énormité de la situation. Après plusieurs minutes de silence, je murmurai, je dois appeler maman et papa. Je sortis mon téléphone portable et composai le numéro. Maman répondit à la 2e sonnerie. Maman, c'est moi. Darlene et Suzy. Je ne pus terminer la phrase. Je tendis le téléphone à Stan. Madame Gear, c'est Stan McCormick. J'ai d'horribles nouvelles. Darlene et Suzy ont été tuées plus tôt ce soir. Stan fit une pause tandis qu'il écoutait ce que maman disait, puis il reprit, bonjour monsieur Gear. Je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer une si mauvaise nouvelle. Rick est trop bouleversé pour parler en ce moment. Une autre longue pause. Oui, monsieur, je le lui dirai, dit Stan en me tendant le téléphone. Rick, ton père veut te parler. Écoute-le, il comprend ce que tu ressens en ce moment. J'écoutais mon père me dire qu'il contacterait ma sœur et que lui et maman partiraient immédiatement. Tout ce que je pus faire fut de murmurer, merci, papa. Nous restâmes assis dans le bureau pendant ce qui me sembla une éternité, tandis que c'est Wilson, le père Riley et Stan tentaient de me consoler dans le silence. Finalement, je demandai, les parents de Darlene ont-ils été prévenus? Pas encore, Rick, répondit Stan. Il faut que je le fasse. Père Riley, voulez-vous venir avec moi? Tu n'es pas en état de conduire. Je vous y conduirai, toi et le père, me dit Stan. Nous sortîmes vers le parking et, avant de monter dans la voiture de Stan, je lui donnai mon arme, mon ceinturon et ma radio pour qu'il les verrouille dans le coffre. 10 minutes plus tard, nous nous garâmes devant la maison de John et Mary Sullivan. Malgré l'heure tardive, les lumières étaient encore allumées dans la maison. Je frappai à la porte d'entrée et John Sullivan ouvrit. Les 2 heures suivantes furent les plus chargées d'émotions de ma vie. John et Mary se serrèrent l'un contre l'autre tandis que je les tenais tous les 2 dans mes bras. Nous pleurâmes ensemble, tous les 3 submergés par le chagrin. Le père Riley réussit à nous calmer, nous aidant à entamer le long processus de guérison. Quelque temps plus tard, je demandai à Stan de me ramener chez moi. Je devais m'occuper du chien de Suzy, Hans. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas nécessaire, expliqua Stan. Cathy a récupéré Hans plus tôt, il est avec elle maintenant. Merci, mon ami, lui dis-je. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Ça ira pour moi. Non, Rick, je reste ici avec toi, répondit-il. Sur ce, il alla dans la cuisine et prépara une cafetière. Le reste de la nuit fut consacré à essayer de comprendre la tragédie. À 6h30 le lendemain matin, mon téléphone portable vibra dans ma poche. Je répondis, c'était papa. Pete, le mari de ma sœur Beth, avait loué un avion et avait fait venir la famille de Pensacola à l'aéroport exécutif de Fort Lauderdale. Ils étaient en route pour ma maison. Je réveillai Stan, qui s'était endormi dans l'un des fauteuils du salon, et lui demandai de me ramener chez moi. J'expliquai à John et Mary que mes parents étaient arrivés et étaient en route pour chez moi, je les verrais plus tard. Le père Riley dit qu'il resterait avec eux. Nous arrivâmes chez moi juste avant maman, papa et le reste de la famille. La même scène émotionnelle que la veille se reproduisit. Une fois que tout fut calmé, nous transportâmes les valises de maman et papa dans la chambre d'amis, et Pete, Beth et leurs 2 filles occupèrent les 2 autres chambres. Plus tard cet après-midi-là, papa et John Sullivan m'accompagnèrent au funérarium pour faire les arrangements pour Darlene et Suzy. Le directeur des pompes funèbres nous expliqua qu'il transporterait les dépouilles au funérarium dès que le médecin légiste aurait libéré les corps.
Je choisis 2 cercueils pour elles et pu acheter 2 concessions au cimetière historique Evergreen, situé près du quartier de Rio Vista, où vivaient John et Mary. Quand nous revînmes à la maison, Stan et Cathy étaient là avec Hans. Il était occupé à faire connaissance avec mes 2 nièces. De temps en temps, il allait dans la chambre de Suzy, reniflait un peu, puis retournait auprès de ses 2 nouvelles amies. Le lendemain matin, le téléphone sonna et maman répondit. Elle me dit que le directeur des pompes funèbres passerait pour les dernières instructions. 20 minutes plus tard, il arriva et nous nous assîmes tous dans le salon. « Monsieur Gear, commença-t-il, les arrangements pour votre femme et votre fille sont complets. Cependant, j'aimerais connaître votre décision concernant votre enfant à naître. » « Enfant à naître, balbutiai-je, stupéfait par la nouvelle. « Quel enfant à naître ? Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que vous n'étiez pas au courant, poursuivit-il. Votre femme était enceinte. Le médecin légiste a découvert un fœtus masculin, d'environ 3 mois, lors de l'autopsie. Quels sont vos souhaits le concernant ? C'était ça, la surprise dont elle allait me parler l'autre soir. Oh mon Dieu, criai-je à maman et papa. Après quelques instants pour reprendre mes esprits, je dis, je pense que l'enfant devrait rester avec sa mère. Est-ce un problème ? Non, monsieur, ce n'en est pas un, répondit le directeur des pompes funèbres avec emphase. Nous ferons tout ce que vous désirez. Je suis vraiment désolé de vous avoir apporté cette nouvelle. Les jours suivants passèrent dans un flou. La messe de funérailles à Saint-Antoine fut si bien suivie qu'il n'y avait pas une seule place vide dans l'église. Des gens se tenaient debout à l'arrière et à l'extérieur. Le père Riley célébra le service à l'église et au cimetière. Tant de nos amis et collègues passèrent après pour exprimer leurs condoléances que j'en perdis le compte. Quelques jours plus tard, maman, Mary Sullivan, Beth et Cathy, la femme de Stan, m'aidèrent à retirer les affaires de Darlene et Suzy de la maison. Tous les vêtements de Darlene furent donnés à diverses associations de femmes, et ceux de Suzy à des organisations d'aide à l'enfance. Je donnai les bijoux de Darlene aux femmes et à mes nièces. Les seules choses que je gardai furent les albums photos et les bagues de fiançailles et de mariage de Darlene, que je plaçai dans mon coffre-fort. Avant que Beth et les filles ne partent pour la maison, je leur parlais à tous les 2. Je voulais m'assurer qu'ils étaient d'accord avec ce que j'avais en tête. Hans a besoin d'enfants dans sa vie, dis-je, et je veux qu'il soit dans un foyer suréaimant. Les filles, dis-je à mes nièces, voudriez-vous emmener Hans à la maison avec vous ? Vous devez me promettre que vous l'aimerez et en prendrez bien soin. Elles se précipitèrent vers moi, me serrèrent dans leurs bras et promirent qu'elles l'aimeraient pour toujours. Même Hans. Hans aboya son approbation alors qu'ils partaient tous les 5 plus tard ce jour-là pour rentrer chez eux en avion. Maman et papa avaient décidé de rester avec moi quelques jours de plus avant de retourner à Pensacola. Pendant plusieurs jours après les funérailles, j'appelai Stan pour lui demander des nouvelles de l'enquête sur les meurtres de Darlene et Suzy. Il me demanda de passer au poste après 10 heures du matin. Stan avait été chargé de diriger l'équipe enquêtant sur le meurtre et le vol. Je voulais que papa vienne avec moi. Quand nous arrivâmes, Stan nous conduisit dans son petit bureau. « J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, » dit Stan. D'abord, la bonne nouvelle. Il continua en expliquant que le dépanneur avait récemment installé un système de surveillance de pointe. 5 caméras numériques enregistraient tout sur un disque dur d'ordinateur, et des microphones captaient également le saut. L'ordinateur gravait automatiquement un DVD toutes les 2 heures, éliminant ainsi les images granuleuses du passé. Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale et aux empreintes digitales, l'équipe avait pu identifier le tueur. Son nom était Leroy Washington, et il avait un casier judiciaire lourd, incluant une peine de 7 ans de prison d'État pour vol. « J'aimerais voir la vidéo, dis-je. »« Rick, j'ai regardé la vidéo, » répondit Stan, la voix lourde. « C'est brutal. Le simple fait de la regarder m'a donné la nausée, et chacun de mes hommes a eu la même réaction après l'avoir vue. Tes émotions sont encore à vif, alors ne la regarde pas maintenant. Je vais te dire ce qu'il y a dessus. » Stan expliqua que Washington était entré dans le magasin avec une arme, avait exigé que l'employé ouvre la caisse, lui avait tiré dessus 2 fois après qu'elle se soit conformée, puis avait pris l'argent. Darlene et Suzy étaient entrés juste au moment où il tuait l'employé. Il leur avait tiré dessus à toutes les 2 avant de partir, et avait tiré 2 fois de plus à l'arrière de leur tête. Maintenant, la mauvaise nouvelle, continua Stan, nous n'avons pas réussi à le trouver. Nous avons interrogé tous nos informateurs confidentiels, mais sans succès.
Un avis de recherche a été diffusé dans tout le sud-est des États-Unis. Une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à son arrestation a généré des centaines de pistes chaque jour, mais il faut beaucoup de temps et de personnel pour suivre chacune d'elles. J'aimerais pouvoir dire que nous sommes proches d'une arrestation, mais ce n'est pas le cas. Je vis la détresse sur le visage de Stan lorsqu'il me dit cela, il était au bord des larmes de frustration. Je comprends, dis-je. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez. Tenez-moi juste au courant si quelque chose se passe. 5 jours plus tard, je repris le travail après avoir déposé maman et papa à l'aéroport international de Fort Lauderdale pour leur vol de retour à Pensacola. J'étais toujours en service de 15 h à 23 h, mais je passerai aux nuits dans une semaine. Il était difficile de rentrer chaque soir dans une maison vide, et j'avais du mal à m'endormir. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le peu de temps que Darlene et moi avions passé ensemble. Après quelques nuits blanches, je commençais à rester au poste, aidant les détectives de nuit à trier les centaines de pistes qui arrivaient chaque jour. Je ne parvenais à dormir que quelques heures en rentrant chez moi aux petites heures du matin. Quand je passais aux nuits, je restais jusqu'en début d'après-midi pour aider avant de rentrer à la maison. 10 semaines passèrent, puis des semaines s'écoulèrent sans aucun succès. C'était comme si la terre s'était ouverte et avait englouti ce type. Finalement, je commençais à être épuisé, travaillant ce qui équivalait à 2 équipes consécutives chaque jour. Stan me pressait de ralentir, mais je le repoussais sans cesse. Puis, un après-midi, le capitaine Wilson m'interpella. « Rick, tu as l'air d'un mort-vivant. Quand as-tu dormi une nuit complète pour la dernière fois? Ton uniforme te pend. Combien de poids as-tu perdu, au juste ?» demanda le capitaine. Quand on est surmené et fatigué, on fait des erreurs, et si tu fais une erreur dans notre métier, ça pourrait te coûter la vie. J'ai donc contacté le service du personnel et pris des dispositions pour que tu prennes une semaine. Il n'y aura aucune discussion concernant tes congés. À compter d'aujourd'hui, tu es en vacances. Tu ne dois pas mettre un pied au poste. Suis-je clair? J'ai appelé mon père et il s'attendait à ma visite. Je savais que le capitaine avait raison et qu'il avait mes meilleurs intérêts à cœur. Le capitaine Wilson était comme un second père pour moi, lui et mon père se connaissaient depuis des années. Mon père l'avait même encadré quand il était une jeune recrue tout juste sortie de l'académie, il y a 25 ans. Je savais que ce qu'il disait était vrai, alors tout ce que j'ai pu dire fut « oui, monsieur ». Je suis resté chez maman et papa, dans leur appartement de 2 chambres à Pensacola Beach. Le mari de Beth avait réussi à prendre quelques jours de congé et nous a emmenés pêcher sur son bateau dans le golfe. J'ai même attrapé quelques mérous que nous avons fait griller chez lui pour le dîner ce soir-là. Maman, Beth et mes 2 nièces ont pris soin de moi. Regarder les filles jouer avec Hans m'a rappelé comment Suzy jouait avec lui. Étonnamment, je pouvais repenser à ces souvenirs sans devenir trop déprimé. Quand je les ai quittés pour faire les 10 heures de route pour rentrer chez moi, j'étais en bien meilleure forme physique et émotionnelle. De retour au travail, je suis passé au bureau du capitaine Wilson et les remercier pour tout. Je passais encore de temps en temps au bureau des détectives pour aider à trier les pistes. Celles qui avaient une chance d'aboutir, je les envoyais à l'équipe. L'heureux Sainte finissait au rebut. Certaines pistes étaient farfelues, un type affirmait avoir vu le roi Washington monter dans une soucoupe volante et décoller pour une autre planète, un autre disait avoir été témoin de la transformation de Washington en un monstre à 3 têtes, qui aurait ensuite marché dans les Everglades. Ensuite, les pistes ont commencé à se raréfier, passant de 100 par jour à seulement 3 ou 4. Pour maintenir la dynamique, j'ai augmenté la récompense de 110 000 $ à 150 000 $. Je pouvais me le permettre. Darlene avait été l'experte en planification financière au cabinet de son père et elle avait souscrit une police d'assurance vie temporaire à double indemnité de 500 000 $ pour chacun de nous. Suzy avait une police d'assurance vie entière de 200 000 $ couplée à d'autres investissements. Il me restait un peu plus de 1,5 million de dollars une fois que tout était réglé. À vrai dire, j'aurais échangé jusqu'au dernier centime pour retrouver ma femme et ma fille. L'argent de la récompense supplémentaire a généré quelques centaines d'autres tuyaux sur l'emplacement de le roi Washington, mais malheureusement, tout était des impasses. Un soir, j'ai été invité à dîner chez John et Mary Sullivan. Ensuite, pendant que Mary était occupée dans la cuisine, j'ai demandé conseil à John sur ce que je devais faire avec l'argent que j'avais maintenant. Il m'a recommandé de rembourser l'hypothèque de la maison et tout autre prêt en cours. Le reste devrait être investi. Quand je lui ai dit que je connaissais justement le cabinet avec lequel faire cela, il a souri.
Marie est revenue dans la salle à manger avec le café et le dessert et a dit « Rick, John et moi voulons te parler. Cela fait presque 1 an que Darlene et Suzy sont mortes. Il est temps pour toi d'avancer. Tu es encore un jeune homme, tu dois te construire une nouvelle vie. » 8 mois plus tard, je venais de rentrer du travail après un quart de 15h à 23h. Après avoir pris quelque chose à boire dans le frigo, je me suis assis et j'ai regardé ESPN pendant 1 heure avant d'aller me coucher. Le téléphone qui sonnait sur ma table de chevet m'a tiré d'un profond sommeil. En regardant l'horloge pendant que je décrochais, je me suis demandé qui diable pouvait m'appeler à 3h30 du matin. Rick, c'est Stan. Nous l'avons trouvé. Nous allons procéder à une arrestation dans environ 1 heure. Tu veux en être? Tu plaisantes? Si je veux en être, ai-je répondu. Je vous rejoins au poste dans 20 minutes. 25 minutes plus tard, Stan, 10 autres gars et moi partions. En chemin, Stan m'a fait un bref résumé de ce qui s'était passé. Un peu après 2h du matin, un homme est entré au poste et a demandé au sergent de service si nous cherchions toujours le roi Washington. Il a été emmené à l'étage, au bureau, et ils m'ont immédiatement appelé chez moi. Quand je suis arrivé, Charlie lui a fait répéter ce qu'il lui avait déjà dit. Stan a expliqué que le gars était sorti dans un bar et avait vu Washington boire seul. Il le connaissait pour avoir joué au basket au parc il y a quelques années. L'homme s'était approché, avait dit bonjour, et ils avaient discuté jusqu'à la fermeture de l'endroit à 2h. Washington avait demandé à être raccompagné chez lui et l'homme l'avait fait. C'est ainsi que nous savions où il logeait. Alors que nous nous arrêtions juste en bas de la rue, devant un duplex au nord de la 6e rue sur la 31e avenue, à 4h40 du matin, nous avons défoncé la porte d'entrée. En allumant les lumières dans la chambre, nous avons trouvé Washington encore au lit. Une bouteille de whisky vide gisait sur le sol à côté de lui. Il avait probablement perdu connaissance et ne nous avait jamais entendu entrer. « Tiens, » dit Stan en me tendant une paire de menottes. « Avec plaisir », ai-je répondu, les dents serrées. Ce que je voulais vraiment faire, c'était prendre mon 9 mm et lui loger quelques balles dans son misérable corps, mais j'ai réalisé que cela me rendrait aussi mauvais que lui. Il était préférable de laisser la justice suivre son cours. « Le roi Washington, vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée et meurtre, » ai-je dit en lui lisant ses droits Miranda. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un, il vous en sera commis un d'office. Comprenez-vous les droits que je viens de vous lire? Compte tenu de ces droits, souhaitez-vous nous parler? » Il a marmonné, non. Stan et moi l'avons fait sortir de la maison et l'avons ramené au poste. 5 autres détectives sont restés et ont fouillé le duplex. Ils ont trouvé une arme à feu, quelques boîtes de munitions et $100 en petites coupures. Stan et moi étions tous les deux présents lors de sa mise en accusation à 9h du matin ce jour-là. Debout aux côtés de son avocat commis d'office, Washington a été officiellement inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre capital, de vol à main armée et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Aucune caution n'a été fixée et il a été placé en détention préventive à la prison du comté jusqu'à son procès. Il a quitté la salle d'audience de la même manière qu'il était entré, escorté par 2 très grands adjoints du shérif, menottés et entravés. Il y avait une certaine satisfaction à voir cela se dérouler. Je suis passé au bureau de John Sullivan et j'ai été accueilli avec un sentiment de soulagement. J'ai pu lui annoncer une bonne nouvelle, nous avions le tueur de Darlene et Suzy sous les verrous. John fut soulagé d'entendre cela et a immédiatement appelé Marie pour le lui dire. Maintenant, tout ce que nous pouvions faire était d'attendre son procès. En Floride, il existe la loi des 180 jours pour un procès rapide, ce qui signifie qu'une personne accusée doit être jugée dans ce délai. Une fois la date du procès fixée, tant l'accusation que la défense peuvent demander des ajournements. Cependant, si l'accusation dépasse la règle des 180 jours, le défendeur peut être libéré. La défense n'est pas liée par cette stipulation. Une fois que l'équipe de défense de Washington a appris que l'accusation réclamait la peine de mort, elle a tenté toutes les manœuvres légales pour retarder le procès. Finalement, après l'expiration du 3e ajournement, le juge leur a ordonné d'être prêts pour le procès dans 10 jours. Plus aucun ajournement ne serait accordé. Malgré l'avocat anti-peine de mort de Miami, très coûteux, le procès fut une victoire écrasante pour l'accusation. Le jury, composé de 7 hommes et 5 femmes, a délibéré pendant moins de 4 heures. Le verdict fut coupable sur les 5 chefs d'accusation.
Pour le chef d'accusation de possession d'une arme à feu par un criminel condamné, le juge l'a condamné à 10 ans. Pour l'accusation de vol à main armée, il a reçu 20 ans. Les deux peines devaient être purgées concurremment. Une semaine plus tard, le jury s'est réuni de nouveau pour déterminer la peine pour les 3 meurtres. Après 6 jours de témoignages concernant d'éventuelles circonstances atténuantes, le tribunal a été ajourné pour que le jury délibère sur le sort de Washington. À 16 h l'après-midi suivant, le tribunal s'est réuni de nouveau. Le jury avait rendu sa décision. Le défendeur a été invité à se lever tandis que le président du jury, un homme d'une trentaine d'années, a commencé à lire le verdict. Concernant le premier chef d'accusation de meurtre au premier degré de Judith Coates, le jury recommande la peine de mort. Concernant le second chef d'accusation de meurtre au premier degré de Darlene Garr, le jury recommande la peine de mort. Concernant le dernier chef d'accusation de meurtre au premier degré de Susie Garr, le jury recommande la peine de mort. Ainsi parlons-nous tous. Le président a terminé, et le juge a demandé, le défendeur souhaite-t-il faire une déclaration avant que je ne prononce le jugement ? Washington a secoué la tête et a dit non. Le juge a ensuite continué, relatant la nature odieuse des crimes, c'est la sentence de ce tribunal que le roi Harvey Washington soit exécuté à une date et un lieu à déterminer par l'État de Floride, conformément au verdict d'un jury de vos pairs. Que Dieu ait pitié de votre âme. Après avoir remercié le jury pour son service, le juge les a congédiés et a ajourné le tribunal. Tandis que Washington était emmené, entravé et menotté, j'ai dit, juste assez fort pour qu'ils l'entendent, je serai là pour regarder quand ils exécuteront ta sentence. John et Mary Sullivan, mes parents, Stan et sa femme, ainsi que plusieurs membres du département de police étaient avec moi lorsque la sentence a été prononcée. C'était fini. Près de 11 mois s'étaient écoulés depuis le meurtre de ma femme et de ma petite-fille, et la justice avait enfin prévalu. Dans le couloir, devant la salle d'audience, le président du jury est venu me serrer la main. Au cas où vous vous demandiez pourquoi il nous a fallu si longtemps pour prendre une décision, a-t-il dit, nous avions pris notre décision dans les 5 minutes suivant notre retour dans la salle des délibérations. Nous ne voulions pas risquer que notre décision soit annulée en appel pour manque de délibération suffisante. C'est pourquoi cela a pris tant de temps. La famille Coates était également dans le couloir, et je me suis approché pour leur dire ce que le président m'avait raconté. J'avais appris à les connaître assez bien au cours des mois précédents. Madame Coates, une mère célibataire, avait un deuxième emploi au dépanneur pour économiser suffisamment d'argent pour que ses 2 enfants puissent aller à l'université. Son fils et sa fille étaient de bons élèves à l'école, et même avec l'aide financière, ils n'auraient pas pu fréquenter l'université de Gainesville sans ce travail supplémentaire. John et moi avons examiné leur situation et avons décidé de financer entièrement les études universitaires des deux. Cela nous a aidé de savoir que quelque chose de bon sortirait de cette tragédie. Après avoir quitté le palais de justice, je me suis rendu au cimetière. Debout devant les tombes de Darlene et Susie, je leur ai dit à quel point je les aimais et elles me manquaient. L'homme qui me les avait enlevées avait été capturé, jugé et condamné. Et ils pouvaient reposer en paix sachant que je me souviendrai toujours d'eux. Depuis que j'avais commencé le quart de nuit il y a 2 mois, j'allais chez Denise pour le petit déjeuner. C'était plus facile de s'arrêter là que de rentrer chez moi et de préparer quelque chose. Comme j'avais les 2 jours suivants de congé, j'ai décidé de faire quelques courses au lieu de rentrer me coucher après avoir mangé. L'endroit était exceptionnellement bondé ce matin-là. Puisque le lendemain était mon jour de congé, je n'étais pas pressé d'être placé. J'ai regardé une jeune femme qui attendait devant moi être accompagnée par l'hôtesse à une table. Quand l'hôtesse est revenue, elle est venue vers moi et m'a dit que la femme avait demandé si je voulais partager la table avec elle, car le restaurant était très fréquenté. J'ai accepté et, saisissant un autre menu, elle m'a précédé. Quand je me suis assis, j'ai remercié la jeune femme de m'avoir proposé de partager sa table. Elle était magnifique, avec des cheveux châtains foncés et des yeux d'un bleu profond. « Tu ne te souviens probablement pas de moi, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Quand j'ai reconnu que si, elle a continué, « Mon nom est Rebecca Dickerson et je me souviens de toi. Tu m'as sauvé la vie il y a plus de 8 ans, quand tu as tiré sur cet homme qui essayait de m'agresser et de me tuer. Je t'ai dit à l'époque que je ne t'oublierai jamais. Quand j'ai lu que ta femme et ta fille avaient été tuées, j'ai été horrifié. Pourquoi de si mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis venu à leurs funérailles à Saint-Anoès. J'ai vu à quel point tu étais dévasté et triste, et j'avais juste envie de courir, de te prendre dans mes bras et de te dire que tout irait bien, exactement comme tu l'avais fait pour moi.
Elle a fait une pause, puis a poursuivi, j'ai lu dans le journal il y a quelque temps que l'homme qui les avait tués avait été jugé, reconnu coupable et condamné à mort. J'en suis contente, il le mérite. Tu as été dans mes pensées et mes prières chaque jour pendant toutes ces années, et je suis si heureuse de pouvoir enfin te rencontrer et te parler à nouveau. Au fait, comment va ta mère? J'ai réussi à interjecter, maman est morte il y a 2 ans, ai-je dit tristement. Rebecca a répondu pour moi, pendant un bon moment après cet incident, elle avait peur de sortir avec qui que ce soit. Savais-tu qu'elle était sortie plusieurs fois avec ce type? Il semblait assez gentil au début, mais ensuite il a commencé à lui suggérer des choses étranges. C'est laquelle a rompu et lui a dit de ne plus revenir. Tu as vu à quel point ça avait fonctionné. Elle a fait une pause avant de continuer, quoi qu'il en soit, elle a finalement rencontré un homme vraiment gentil. Ils se sont mariés il y a 6 ans. Il l'a traitée comme une reine et je l'aimais beaucoup. Ils ont déménagé dans une communauté de retraités au sud d'Ocala il y a 4 ans. Il n'y avait rien pour moi là-bas, alors j'ai décidé de rester ici et d'aller à l'école. Rebecca a continué, maman m'appelait tous les dimanches soirs. Un dimanche, quand elle a appelé, elle avait l'air terrible. Un virus de la grippe circulait et elle a dit qu'elle devait l'avoir attrapé. Je lui ai demandé si elle était allée chez le médecin et, comme d'habitude, elle avait reporté. Je lui ai fait promettre d'y aller le lendemain. Le matin suivant, vers 10 heures, mon téléphone portable a sonné. C'était Bill, son mari. Il m'a dit que maman était tombée très malade au milieu de la nuit et qu'il l'avait emmenée d'urgence aux urgences. C'était trop tard, elle est décédée peu après son arrivée. Rebecca a pris une respiration avant de continuer, alors, quand j'ai obtenu ma licence en enseignement primaire, j'ai trouvé un emploi dans le district scolaire ici, dans le comté de Brevard. Aujourd'hui est un jour férié scolaire, alors j'ai décidé de m'offrir un petit déjeuner ce matin. Elle a posé sa main sur mon avant-bras et a dit, et je suis vraiment contente de l'avoir fait. 1 heure plus tard, alors que nous sortions du restaurant, nous avons été accueillis par une averse torrentielle, typique du sud de la Floride pendant la saison des pluies. Oh zut, je n'ai pas apporté de parapluie, s'est-elle exclamée. On dirait que je vais être trempé en attendant le bus. Ne voulant pas que la matinée se termine, j'ai dit, je vais te déposer. Attends ici pendant que je vais chercher ma voiture. Non, c'est trop de dérangement pour toi, a-t-elle répondu. Nous allons juste attendre ici que ça se cale. J'allais prendre le bus, faire quelques courses et du shopping au centre commercial. Et, ce n'est pas du tout un problème, ai-je dit. J'ai moi-même besoin d'acheter quelques trucs au centre commercial. Si cela ne te dérange pas de venir chez moi quelques minutes pendant que je change d'uniforme, nous pouvons y aller ensemble. D'accord, si tu es sûr que ce ne sera pas un problème, j'adorerais ça, a-t-elle dit. Après avoir fait toutes nos courses et notre shopping, nous nous sommes arrêtés pour un déjeuner tardif avant que je ne ramène Rebecca chez elle. Quand elle m'a donné son adresse, je l'ai reconnu comme un endroit où j'étais déjà allé. L'endroit était réputé pour la drogue, les jeux d'argent et d'autres activités illicites. Quand j'ai exprimé mes inquiétudes, elle m'a dit qu'elle en était consciente, cet endroit est le seul que je pouvais me permettre près des arrêts de bus et de l'école où je travaille. Rembourser mes prêts universitaires ne me laisse pas grand-chose pour un meilleur logement, a-t-elle expliqué. Son appartement était au 3e étage et, alors que nous montions l'escalier extérieur, j'ai demandé pourquoi elle n'utilisait pas l'ascenseur. C'est trop dangereux, a-t-elle répondu. On ne sait jamais qui va monter avec vous. C'est juste plus sûr pour moi de monter les escaliers. En marchant dans le couloir vers son appartement, j'ai remarqué que la moitié des lumières du couloir étaient éteintes et qu'il faisait semi-obscur. Alors que nous approchions de la porte de son appartement, je l'ai arrêté. La porte était partiellement ouverte avec des marques fraîches dessus où quelqu'un avait tenté de forcer la serrure pour entrer. J'entendais des bruits à l'intérieur. Reculant, je lui ai dit de composer le 911, de donner son nom et son adresse et de leur dire que l'officier Rick Iger était à l'intérieur de son appartement et que j'étais armé et avais besoin d'assistance. Retirant mon arme de son étui attaché à mon mollet gauche, je suis entré. J'ai surpris 2 hommes fouillant ses affaires. Police, ai-je crié. Ne vous retournez pas, mettez vos mains sur le dessus de votre tête et entrelacez vos doigts. Quand les 2 hommes ont obtempéré, j'ai dit, maintenant, mettez-vous lentement à genoux. Faites le moindre mouvement brusque et croyez-moi, je vous tirerai dessus. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une voix du couloir, Iger, où es-tu? Chambre du fond. J'en ai 2 à genoux, ai-je crié en retour. Pendant ce temps,
Rebecca a fait exactement ce que je lui avais demandé. Elle a composé le 911, leur a donné mon nom et mon adresse et a transmis ce que je lui avais dit de dire. L'opératrice, restez ici cette nuit. Où peux-tu aller? Je ne sais pas, ai-je pleuré. Mon amie Suzanne est dans les Keys avec son fiancé, sinon je resterai avec elle. Je n'ai pas d'argent pour un motel, même si j'en trouvais un. Nous allons rassembler tes affaires et tu pourras rester chez moi ce soir. Demain, nous trouverons une solution, a-t-il dit. Quand j'ai dit à Rebecca qu'elle resterait avec moi pour la nuit, je ne réalisais pas que lorsque j'ai dit que nous trouverions une solution, cette solution serait qu'elle emménage avec moi définitivement. Nous n'avons pas pu trouver d'appartement qu'elle puisse se permettre ou que j'approuve, alors j'ai suggéré qu'elle emménage définitivement dans la chambre d'amis. Elle a accepté à condition qu'elle me paie un loyer. Après quelques négociations, j'ai accepté et, une fois par mois, elle me payait $500. Je l'ai simplement mis dans un fonds de placement à son nom sans le lui dire. C'était une joie de l'avoir à mes côtés. Je n'avais plus à me soucier du ménage ou de la cuisine, ce qui était génial car mon idée d'un dîner gastronomique était un burrito congelé passé au micro-ondes. Elle était toujours là pour m'accueillir quand je rentrais, peu importe mon quart de travail. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à sortir le soir pendant mes jours de congé. Rebecca est vite passée du statut de colocataire à celui de petite amie. Je suis rapidement tombé amoureux de cette jeune femme magnifique, charmante et éloquente. Le jour où j'ai effectué un contrôle routier de routine, cela semblait être juste un autre jour de travail. Bravo 6 pour octobre 1950, arrêt de véhicule octobre 2028, vérifiez la plaque d'immatriculation Alpha Charlie Hotel 3379, ai-je annoncé à la répartition radio. Le conducteur s'était rangé sur le bord de la route dès que je l'avais illuminé avec mes gyrophares bleus. Je l'ai légèrement tiré à gauche de sa voiture arrêtée pour le protéger de la circulation. Alors que j'approchais, j'ai vu un jeune homme en uniforme de marine américain. En me tendant son permis de conduire, il a dit « Je vous ai arrêté pour avoir dépassé la limite de vitesse affichée de 45 miles par heure. Je vous ai chronométré à 60 miles par heure. Je suis désolé, je n'ai aucune excuse pour mon excès de vitesse, officier, a-t-il dit. Je viens de rentrer d'un déploiement d'1 an en Afghanistan. Je rentre chez moi pour voir ma femme et ma petite fille. Je ne l'ai pas vue depuis sa naissance. Je suppose que mon esprit n'était pas à ma conduite. Prenant son permis et quelques papiers pour la voiture de location, je suis retourné à ma voiture de patrouille et j'ai vérifié le permis auprès du DMV. Il était vierge. La répartition a confirmé l'immatriculation de la voiture de location. C'était un jeune homme qui avait fait un sacrifice dans sa vie pour faire ce qui était juste pour son pays. Il n'était pas question que je lui donne une contravention pour excès de vitesse. Caporal Samuel, lui ai-je dit après lui avoir rendu son permis et ses papiers, ralentissez. Vous ne voudriez pas avoir un accident. Après tout ce que vous avez traversé l'année dernière, votre femme et votre bébé ont besoin de vous à la maison sains et saufs. N'oubliez pas de ralentir et de faire attention à votre conduite. Rentrez chez vous en toute sécurité et passez de merveilleuses retrouvailles avec votre famille. Merci pour votre service. Après m'avoir remercié et promis de respecter les limites de vitesse, il est parti. Alors que je retournais à ma voiture pour quitter les lieux, une voiture en excès de vitesse a heurté ma voiture de patrouille par le côté, puis m'a frappé. C'est la dernière chose dont je me souviens jusqu'à ce que je me réveille à l'hôpital. J'avais désigné Stan comme ma personne à contacter en cas d'urgence. Stan, en plus de mes parents, a été contacté et, comme il était au courant de mon état, il est venu à l'hôpital immédiatement. Dès que j'ai repris connaissance et que je suis devenu conscient de mon environnement, j'ai trouvé Rebecca assise à côté de moi, me tenant la main, la tête posée sur le lit près de ma poitrine. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé d'une voix faible. Stan, qui était assis de l'autre côté de mon lit, a répondu « Un conducteur ivre n'a pas respecté la loi sur le déplacement obligatoire et a percuté votre voiture de patrouille. Vous avez eu beaucoup de chance, Rick, vous êtes passé au-dessus de sa voiture et non en dessous. Vous avez une cheville gauche cassée et une grave commotion cérébrale. Le médecin vous donnera les détails plus tard. » Rebecca a alors dit « J'étais si inquiète pour toi quand Stan a appelé. Je ne pouvais pas imaginer ce que ma vie serait sans toi. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Tu vas t'en sortir, nous traverserons ça ensemble. » Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle parlait. Le médecin est entré, m'a examiné et a annoncé que je serais libéré le lendemain, à condition que quelqu'un reste avec moi, juste au cas où.
Rebecca a dit au médecin que ce ne serait pas un problème et qu'elle resterait avec moi. Le lendemain matin, Rebecca nous a ramenés à la maison, m'aidant avec mes béquilles pendant que nous entrions. Je venais juste de m'asseoir quand le téléphone a sonné, c'était ma mère. Rebecca a parlé avec elle pendant quelques minutes avant de me passer le téléphone. Après avoir rassuré ma mère que j'allais bien et qu'elle n'avait pas besoin de venir me soigner, j'ai rendu le téléphone à Rebecca. Elle a parlé avec ma mère, lui disant tout ce que le médecin avait dit, que tout ce dont j'avais besoin était du repos et que tout irait bien. Elle a promis d'appeler chaque jour pour donner des nouvelles de mon état. Maman a dû dire quelque chose parce que Rebecca a gloussé et a répondu « Oui, je sais, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de lui. » Après le déjeuner, j'ai dit que je voulais aller dans ma chambre. Je ne pouvais pas prendre d'analgésique à cause de la commotion cérébrale, mais j'avais besoin de m'allonger un M. Oman. Elle m'a aidé à entrer dans la chambre et, alors qu'elle rangeait ma chemise dans le placard, j'ai remarqué qu'elle avait déménagé certains de ses vêtements dans mon placard. Je pense que je dois dormir ici avec toi au cas où tu aurais besoin de quelque chose pendant la nuit, a-t-elle expliqué. Je me suis remis au cours des semaines suivantes et j'ai repris le travail. Elle n'est jamais retournée dans l'autre chambre et j'étais bien trop heureux qu'elle partage mon lit. En avril, pendant les vacances de printemps de Rebecca, j'ai décidé de prendre du temps libre pour que nous puissions rendre visite à mes parents à Pensacola. Bien qu'ils connaissent tout de Rebecca et de ce qu'elle représentait pour moi, ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne. Ma mère et Rebecca s'étaient parlé au téléphone de nombreuses fois, mais ce serait la première fois qu'elles se verraient réellement. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi après un long mais agréable trajet. Rebecca a eu beaucoup de succès auprès de mes parents. Maman a dit que Rebecca pourrait avoir la deuxième chambre et que je pourrais dormir sur le canapé du salon ou aller chez ma sœur. J'ai dit à ma mère que ce ne serait pas nécessaire. Rebecca et moi partagions une chambre depuis mon accident. Quand j'ai dit cela, maman s'est arrêtée et a dit « Oh, d'accord ». Papa m'a juste fait un clin d'œil, a souri et a demandé « Alors, c'est quand le mariage ?» Dès que possible, après qu'il me l'aura demandé, a répondu Rebecca à mon père. Eh bien, j'allais attendre demain, mais c'est aussi bon moment qu'un autre, ai-je dit en sortant un écrin de bague de ma poche. Je me suis agenouillé devant elle. Rebecca Dickerson, je t'aime profondément, tu représentes le monde pour moi. Veux-tu m'épouser? Au cas où vous vous poseriez la question, la bague que je lui ai donnée n'était pas celle de mon coffre-fort. Avant que je ne puisse me relever, Rebecca est tombée à genoux, me serrant dans ses bras. Oui, oui, s'est-elle exclamée. Après que nous nous soyons tous deux relevés et que maman ait réussi à se remettre suffisamment pour la serrer dans ses bras, puis moi, elle a dit, il faut appeler Beth tout de suite et partager cette nouvelle avec elle. Papa m'a serré la main, m'a tapoté le dos et nous a félicités. Bienvenue dans la famille, chérie, a-t-il dit à Rebecca. 20 minutes plus tard, Beth et les deux filles sont arrivées. Beth avait apporté quelques bouteilles de champagne pour célébrer nos fiançailles et nous avons fait la fête jusque tard dans la nuit. Un soir, peu après notre retour à Fort Lauderdale, nous sommes allés dîner au restaurant The Sea-Watch, avec vue sur l'océan Atlantique. Nous venions juste de nous asseoir quand John et Mary Sullivan sont entrés. Je les ai montrés à Rebecca et lui ai dit qui ils étaient et ce qu'ils représentaient pour moi. Elle a insisté pour que je me lève et leur demande de se joindre à nous pour le dîner. Quand je les ai amenés à notre table, Rebecca s'est levée quand je les ai présentés et a étreint chacun d'eux. Nous avons passé une soirée très agréable. Le fait de leur parler de nos projets de mariage a été accueilli par des félicitations enthousiastes. Mary et John voulaient tous deux connaître tous les détails de l'événement à venir. Alors que nous quittions le restaurant et disions au revoir, j'ai vu Rebecca murmurer à l'oreille de Mary et Mary murmurer quelque chose en retour à Rebecca. Des mois plus tard, Mary m'a dit ce qu'elle et Rebecca s'étaient chuchotés. Cela ne m'a pas surpris. Rebecca avait une manière d'être qui la faisait aimer de tous. Elle et Mary sont devenues les meilleures amies du monde et Mary a vite commencé à considérer Rebecca comme une seconde fille. Nous nous sommes mariés fin juin. Stan était mon témoin et ma sœur Beth était la demoiselle d'honneur. Beth est l'un de mes amis du département de police, ainsi que Cathy, la femme de Stan, et l'une des collègues de Rebecca de l'école complétait la noce. Rebecca avait insisté pour que John et Mary s'assoient à la place d'honneur du côté de la mariée dans l'église. J'ai pensé que cela pourrait être gênant pour eux, mais ils m'ont tous deux assuré qu'ils étaient honorés par la demande de Rebecca. Après une courte lune de miel, nous sommes rentrés à la maison et j'ai repris le travail. 2 mois plus tard,
Rebecca est retournée à son poste d'enseignante dans une école primaire beaucoup plus proche de notre domicile. Tôt un samedi matin d'octobre, le téléphone de chevet a sonné. Rebecca a répondu, s'est tournée et m'a tendu le combiné. C'est Stan, il veut te parler. En regardant l'horloge, j'ai vu qu'il n'était que 6h30 du matin. Et Stan, qu'est-ce qui est si important pour que tu doives appeler à une heure aussi indue, ai-je demandé. J'ai pensé que tu voudrais savoir, a répondu Stan. Le roi Washington est mort. Il a été poignardé à mort par un autre détenu dans le couloir de la mort la nuit dernière. Apparemment, il a dit quelque chose qui a énervé la mauvaise personne et s'est retrouvé avec une lame enfoncée dans la poitrine. Cette nouvelle n'a pas apporté de satisfaction, mais elle a apporté un sentiment de clôture définitive. Merci Stan, j'apprécie l'information. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Rebecca, elle m'a serré dans ses bras et tout ce qu'elle a dit fut, j'espère qu'il pourrit en enfer. Un an plus tard, il était un peu plus de 3h du matin lorsque je suis enfin rentré de mon quart de 15h à 23h. Un camion-citerne s'était renversé en sortant de Port Everglades, à l'intersection de la State Road 84 et de la South Federal Highway, déversant plusieurs centaines de gallons de carburant diesel juste après 21h. En tant que sergent junior de la patrouille routière, un poste auquel j'avais été promu quelques mois auparavant, il m'incombait de rester sur les lieux jusqu'à ce que l'équipe Hazmat et les pompiers aient tout nettoyé afin que nous puissions rouvrir l'intersection. Étant aussi silencieux que possible, j'ai enfermé mes armes dans le coffre-fort à fusil du placard et, après m'être déshabillé, je me suis glissé dans le lit. « Quelle heure est-il » a demandé une voix endormie. J'ai essayé de rester éveillé après ton appel, mais je n'ai pas pu, a-t-elle ajouté. C'est bon, il est plus de 3h, rendors-toi, ma chérie, tu as besoin de te reposer, ai-je répondu, me blottissant contre elle, son bras sur ma poitrine. Elle a chuchoté à mon oreille, le bébé a été agité toute la nuit. Il vient de se calmer depuis que tu es au lit. Ce ne sera plus très long, chérie, ai-je murmuré en retour, ce n'est plus qu'une question de quelques semaines. Elle s'est vite endormie et, avant de m'assoupir, j'ai repensé au jour où elle m'a dit que j'allais devenir papa. C'était un dimanche. Nous étions rentrés de l'église et, après un déjeuner léger, nous nous sommes assis ensemble sur le patio, profitant de l'après-midi. Je vais rentrer chercher une bière. Puis-je te prendre un verre de vin, chérie, ai-je demandé. Non, merci, mais un verre de thé glacé serait super, a-t-elle répondu. Bien sûr, je reviens tout de suite, ai-je dit en me levant de ma place. Quand je suis revenu, j'ai posé les verres sur une petite table entre nous et me suis rassis. Rick, j'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit en souriant doucement. Elle s'est levée de sa chaise et s'est assise à côté de moi. Je ne boirai pas d'alcool avant un moment. Tu vas être papa. Mon test de grossesse à domicile était positif ce matin. Je prends rendez-vous demain avec le médecin pour le confirmer. La semaine suivante, il a été confirmé que nous allions avoir un bébé. J'étais ravi. Nous avons décidé de ne pas le dire à qui que ce soit pour l'instant, au cas où quelque chose se passerait mal avant qu'elle ne commence à montrer. 3 mois plus tard, quand je suis rentré du travail, Rebecca m'a tendu un double scotch on the rock et m'a dit que je devais m'asseoir. J'ai été à mon examen de contrôle ce matin, a-t-elle dit. Le médecin a fait des tests. Accroche-toi, Rick, nous n'avons pas un bébé, nous avons 2 bébés, des jumeaux. Le médecin n'avait pas encore pu déterminer le sexe, mais nous pouvions attendre un mois de plus pour cela ou nous pouvions être surpris. J'ai choisi de le savoir dès que possible. Je voulais commencer à transformer l'une des chambres en chambre de bébé et je devais savoir si je devais peindre les murs en bleu ou en rose. Ensuite, nous pourrions commencer à acheter les meubles et les vêtements appropriés pour les jumeaux. 6 semaines plus tard, j'ai découvert que je transformerais une autre chambre, l'une serait rose et l'autre bleue. C'était vraiment amusant de faire les travaux et Rebecca m'a beaucoup aidé jusqu'à ce qu'elle soit trop avancée dans sa grossesse. À ce moment-là, j'ai insisté pour qu'elle arrête de travailler. Alors que je m'endormais, blotti contre Rebecca, je me suis dit, maintenant vient le plus difficile, l'attente. 10 jours plus tard, Rebecca et moi étions les fiers parents de jumeaux, un garçon et une fille. Nous avons nommé notre fils Frédéric Carter, en l'honneur de mon père, et notre fille Christine Marie. Stan et Cathy McCormack ont été nommés parrains de notre fils, et Beth et Pete ont été les parrains de notre petite fille. Mes parents étaient ravis d'avoir maintenant 4 petits-enfants. Marie Sullivan est tombée amoureuse de nos 2 bébés et elle et John sont rapidement devenus des grands-parents adoptifs. Je pense souvent à Darlene et Suzy, mais d'une certaine manière,
je crois qu'elles sont toutes les deux devenues les anges gardiens des jumeaux, ce qui me réconforte. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à JKTell A Story pour plus de récits.